Voilà, c'est la merveilleuse Fatimata Bahamrant sur vos ondes, chers amis. Peut-être avez-vous déjà vu La Septième Compagnie, un film. euh, il y avait Jean Lefebvre, vous savez, un film un peu comme ça, un peu ancien, un navet, quoi, grosso modo. Euh, eh bien, c'est un petit peu, on pourrait dire, où est passée la belle compagnie de l'époque, où on pouvait encore sortir un peu, être plus de 6 avant d'être interné et d'être en bisbille avec la loi lorsqu'on est plus de 6, parce que paraît-il qu'on ne peut pas être plus de 6 dans les maisons. On est même surveillé par le troisième œil, l'œil de Moscou. Big Brother nous surveille même dans les maisons. On ne peut plus être dans la convivialité lorsqu'on n'est plus de 6. Jean Lefebvre, qui avait joué dans ce film-là, avait aussi fait une pièce qui s'appelait Pauvre France. C'est vrai, Pauvre France, dans quel saldra on s'est trouvé, quel saldra nous aurions choisi aux dernières élections, chers amis. De compagnie, nous n'avons plus qu'en compagnie que les compagnies républicaines de sécurité, qui veillent au grain, les compagnies républicaines de sécurité, les CRS, puisque je ne pense pas qu'ils veillent à la sécurité des Français, mais putain, ils sont là plutôt pour veiller au grain et protéger peut-être ce qu'on appelle l'élite ou l'oligarchie, qui elle avance masquée symboliquement, qui n'a pas de masque. Hein. Ça, c'est juste que de la frime et qui, elle, est totalement libre de ses mouvements et qui se réunit bien plus qu'à 6 témoins, le Conseil des ministres, qui vaut ce qu'il vaut, puisque maintenant il y a un conseil supranational qui veille au grain, le ministère de la vérité vraie, comme chez George Orwell dans 1984. Et nous sommes un petit peu comme dans un autre livre de George Orwell, La ferme aux animaux, où nous écouterions des espèces de ténors. Hein. Chez George Orwell, ce sont deux gros gorés qui dirigent l'Assemblée, qui sont les nouveaux dictateurs, donc les porteurs de bonheur dans le livre de George Orwell. Il semblerait que la réalité, parfois, ça et là, rejoint la fiction, chers amis. On est un petit peu comme dans le Titanic. Hein. La croisière s'amuse, la croisière du gouvernement s'amuse, elle appuie à fond les manettes vers l'iceberg, qui nous conduit vraiment à la ruine du pays, puisqu'il semblerait que même les lycées vont être encore fermés. On se demande un petit peu qui se soucie de la jeunesse française. Il y avait un titre de Jacques Dutronc qui s'appelait Qui se soucie de nous? Pas moi, disait Dutronc. Mais normalement, on a élu des gens, élu des gens qui devraient effectivement se soucier de nous. Donc la jeunesse, apparemment, ça fait un peu flipper. Bref, on fonce direct vers l'iceberg, et puis personne ne se soucie, personne ne voit l'effondrement de l'économie et l'effondrement du moral des Français, quel que soit leur âge. Un effondrement total, puisqu'ils ne comprennent pas cette gestion complètement folle d'un virus. La grippe de 2007 avait été beaucoup plus effroyable en termes de vie, et pourtant, rien, les gens n'avaient pas été enfermés de l'intérieur avec la loi et la répression. Les gens comprennent pas trop. Alors, les gens font des discours, Macron, tout ça, mais il semblerait que tout le monde se fiche un peu des discours. Il semblerait que Castex, celui qui était aussi transparent, aussi, j'ai envie de dire, inintéressant qu'une feuille à cigarette, va faire un discours. Ça me rappelle une citation de, euh, de de cet écrivain subtil, j'ai oublié son nom, je vais peut-être prendre une note là. Bref, cet écrivain qui disait, en parlant d'une critique qui le concernait d'un journaliste, il disait oui, j'ai lu la critique d'un derrière distrait. Imaginant en fait que le papier il l'a lu avec Tagada. Eh bien, j'ai l'impression qu'on écoute aussi le discours des hommes politiques avec aussi d'un derrière distrait ou d'une oreille distraite parce qu'on n'y croit quasiment plus devant toutes ces aberrations et ces contradictions et cette gestion calamiteuse de cette situation. On voit par contre que des gens peuvent s'engraisser là-dedans et que, un peu à la fois, mine de rien, on nous amène vers un vaccin. Un vaccin qui se transforme tout le temps, cette maladie, et donc qui serait inefficace. Comme le dit dans son dernier bouquin le professeur Raoult, comme le dit aussi Monsieur Tal, le professeur Tal, en termes de vaccinologie, souvent quand on vaccine, il est trop tard, puisque le virus a muté et que sa dangerosité serait plus la même encore aujourd'hui, selon ces mêmes spécialistes. Alors ça va rapporter bonbon aux laboratoires qui, eux, se frottent les mains. Les laboratoires sont tellement sûrs ou peu sûrs de leur vaccin qu'ils ont déjà fait inscrire dans la loi, ceux qui vont produire le vaccin, qu'ils ne sont pas responsables, autrement dit, qu'ils ne peuvent pas être poursuivis en justice. C'est dingue quand même pour des gens qui vont produire un médicament qui risque d'empoisonner ou de guérir, de dire non, non, on n'est pas responsable. Donc vous ne pourrez pas les poursuivre, quoi qu'il arrive. C'est quand même assez extraordinaire qu'ils aient eu la puissance et les relations pour faire inscrire ça dans la loi, alors que la loi devrait protéger les citoyens. Non, elle va protéger les Big Pharma. Tout ça,
a de quoi nous faire effectivement flipper. Alors pendant que la croisière s'amuse, pendant qu'elle appuie sur le champignon droit sur l'iceberg, eh bien pendant que la croisière et donc le capitaine et sa cour se dort la pilule, pendant que, par exemple, au mois d'août, le locataire de l'Élysée qui n'a pas encore payé son loyer. D'ailleurs, je le rappelle quand même, ça fait 2 ans et demi de retard. On va quand même payer quand même l'addition et la douloureuse. Bref, pendant qu'au mois d'août, on était un peu libre, eh bien, le capitaine Emmanuel Ier se faisait redorer à la feuille d'or son bureau. Alors, feuille d'or sera payée avec votre feuille d'impôt, hein, c'est pas lui qui va payer, etc. Eh bien, 900 000 euros. Tandis que des respirateurs, en France, on en a que 5 000, tandis qu'en Allemagne, ils en ont 20 000. Surprenant quand même. Au lieu d'acheter des respirateurs avec 900 000 euros, on en achète des respirateurs, des lits, des respirateurs pour sauver les gens. On en achète avec 900 000 euros. On peut aussi permettre de payer des infirmières qui, il y a 2-3 jours, ont encore été repoussées brutalement par les CRS. Ces mêmes compagnies qui nous accompagnent à notre corps défendant dont on n'a rien demandé. On n'a pas demandé la compagnie des CRS. Bref, tout ça nous laisse un petit peu sur notre faim et nous fait un peu peur. Et par ailleurs, j'ai appris aussi que la semaine dernière, il y avait des vieilles personnes du côté de Saint-Jean-de-Luz, des personnes qui avaient des habits médicaux pour prendre des bains de mer. Ça leur faisait du bien pour plein de choses, ça les détendait, ça les distrayait, ça leur faisait du bien de prendre des bains de mer à ces personnes qui sont déjà isolées en EHPAD, etc., et dont les médecins avaient prescrit qu'ils prennent des bains de mer. Eh bien, des policiers sont venus, les ont sortis de l'eau. Alors ils avaient, vous savez, la fameuse distanciation sociale, la sacro-sainte distanciation sociale. Ils étaient séparés, loin, on leur a interdit d'aller dans la flotte. Alors qu'on sait que, en termes de balnéothérapie et d'eau, ça peut leur faire que du bien. Petite anecdote, je vous rappelle quand même que le plus grand architecte du siècle, qui fut Le Corbusier a une très longue vie. Le Corbusier qui a laissé des traces de son génie à Marseille, ici, à Marseille, notamment avec la Cité radieuse, ici à Marseille, qui est une merveille d'architecture, qui a aussi laissé des traces en Algérie, qui a été aussi subjugué par l'habitat des Mzab en Algérie, du côté de Rardaya, enfin un homme extraordinaire, et il a vécu très longtemps, parce qu'en fait, là où il a fini sa vie, de façon secrète, eh bien, c'était du côté de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Et le secret de sa longévité, de sa bonne forme, eh bien, c'était que Le Corbusier, tous les matins, plongeait dans le golfe de Saint-Jean-Cap-Ferrat, dans le sud, ici, au-dessus de Nice, et prenait des bains de mer. Ça lui a permis de vivre très longtemps et de se sentir bien. Il y avait un rapport avec l'eau qui faisait de lui un homme au-delà, avec une intelligence prouvée par son savoir et ses recherches, mais aussi qui le maintenait en bonne santé. Donc, l'eau peut faire du bien à ces personnes âgées. Eh bien, les policiers les ont sortis de l'eau. Ce qui nous laisse, encore une fois, un peu sans voix devant tout cela. Alors on nous interdit beaucoup de choses et j'ai appris qu'en Allemagne, eh bien, curieusement, les concerts sont interdits, les rassemblements sont interdits, comme en France, les pièces de théâtre, etc., malgré la fameuse sacro-sainte distanciation sociale et tout le baratin. Eh bien, en Allemagne, tenez-vous bien, et je vais vous le dire tel que c'est, les maisons closes sont ouvertes, parce que là, il y a une distanciation sociale, bien évidemment. Les maisons closes sont ouvertes, ce qui devrait peut-être faire plaisir à Darmanin, les savoir, apparemment, c'est un truc qui lui plaît, ça. Et par contre, les concerts, etc., sont interdits. Bon, il y a un non-sens absolu, une gestion affolante, aussi bien en Allemagne qu'en France, et tout ça sans explication, sauf avec des commandements de l'ordre, de la répression, de l'autoritarisme, tout azimut, sans expliquer un petit peu pourquoi ceci et pourquoi cela. Voilà, l'auteur dont j'oubliais le nom, l'auteur qui disait, en lisant une critique d'un journaliste, il disait, je l'ai lu d'un derrière distrait, j'ai envie de dire que tous les hommes politiques aujourd'hui, de la majorité notamment, ceux qui détiennent la vérité absolue, puisque nous sommes incapables d'avoir une vérité, ni même d'avoir un cerveau et de penser librement, eh bien, leurs discours, on les écoute aussi d'une oreille ou d'un derrière distrait, comme Sacha Guitry. Aujourd'hui, Manuel Ier, le roi de France, celui qui habite Versailles, qui fait redorer son bureau de feuilles d'or à 900 000 euros. Voilà, je vous laisse réfléchir un instant. Voilà, 900 000 euros. Pas une thune pour les infirmières, pour personne, etc. Eh bien, ce Emmanuel Macron, donc,
ne rate pas une occasion de jouer les petits généraux de Gaulle, de s'exhiber systématiquement, de faire des discours tout azimut, tout azimut. C'est fou comme souvent ces petits présidents, depuis Sarkozy, aiment à se rehausser sur la pointe des pieds un petit peu pour essayer de se faire grand. Non, vous n'arrivez pas à la cheville du général de Gaulle, vous n'y arriverez pas d'ailleurs. On en a un par siècle, des hommes comme ça, il n'y en aura pas demain. Voilà, on a eu Jean Jaurès, on a eu deux, trois comme ça. Puis après, le général de Gaulle, il n'était pas parfait, mais bon, il était quand même là, et c'est quand même lui qui a donné cette grandeur et ce charisme à la France, charisme que vous êtes en train de démolir sciemment, sciemment, avec vos amis de Goldman Sachs, si vous voyez ce que je veux dire. Ceux qui ont pour devise, nous sommes obligés de faire le travail de Dieu. Oui, c'est la devise de Goldman Sachs. Qu'est-ce qu'ils sont modestes quand même, qui ont mis quand même leurs hommes à la tête de l'Europe et qui nous dirigent un petit peu comme ça. Nous sommes que de vulgaires copies comiques aujourd'hui en France, puisque nous répétons bêtement ce que des autorités bruxelloises disent de façon insidieuse, vicelarde et fallacieuse. Nous sommes de pitoyables copies comiques, comme les humoristes de copies comiques, de répéter bêtement ce qui est dit. Alors aujourd'hui, Macron joue un petit peu les grands hommes en chaussant le costard ou les chaussures du général de Gaulle. Il me fait penser, Macron, à ces petites filles qui, pour faire madame, mettent souvent les talons de leur maman et disent « Maman, regarde, je suis grande », vous savez, et qui montent sur les talons de leur maman en claquant des talons. Macron me fait penser à ça. Non, vous êtes ridicule. Ne mettez pas les chaussures du général de Gaulle. Il chaussait du 54 de Gaulle, comme Chirac. Puis il faisait quasiment 1m95, donc soyez un peu plus modeste et puis n'essayez pas de nous endormir en vous faisant passer pour gaullistes. Il n'y a plus de gaullistes. Il y en avait quelques-uns qui étaient encore là. Il y avait Chirac. Il y avait aussi Monsieur Seguin, pas la chèvre, pardon, les chèvres sont au pouvoir, souvent les chèvres, qui nous prennent pour des moutons. D'ailleurs, c'est dur d'être guidé par des chèvres, nous les moutons. Bref, c'était Philippe Seguin, qui était aussi un gaulliste authentique, grand bonhomme. On n'en a plus beaucoup des comme ça. Bref, à vouloir jouer les grands messieurs, vous êtes encore plus ridicule. Le ridicule ne tue pas, mais il laisse de sales petites odeurs, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis j'aimerais conclure en citant le général de Gaulle qui disait, et ça c'est un message de soutien à tous ceux qui veulent conserver leur virilité et rester debout, un peu dans la résistance pacifique évidemment, de rester debout et recouvrer notre virilité de peuple qui ne veulent pas s'en laisser montrer, de recouvrer notre virilité homme-femme, être dans notre bien droit dans nos bottes cette fois-ci. Et surtout de penser à ce que disait le général de Gaulle. Nous avons perdu une bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre. Alors, je tiens à remercier toutes ceux et celles qui m'envoient des messages et j'essaierai de répondre à chacun et chacune d'entre vous. Je vous remercie infiniment pour ceux et celles qui s'abonnent et qui suivent les programmes. Je vous remercie tous pour vos commentaires. Ça me fait effectivement très plaisir. Merci de mettre un pouce si vous avez aimé. Merci aussi de partager, évidemment. Merci infiniment.